cette partie suivante, on va s'intéresser au contrat de travail et à cette nouvelle boîte à outils qui a garni encore un peu plus les ordonnances. Alors, Eva. Alors dans cette table ronde, on va, je le dis en préambule, essentiellement parler du télétravail, mais on va quand même revenir rapidement sur cette fameuse boîte à outils. On n'a pas choisi le terme par hasard. Donc on va regarder ces sujets avant de parler donc du télétravail. Et Eva, Anne, on a entendu pas mal de voix qui s'élevaient pour dire finalement les ordonnances Macron, c'est la fin du CDI pour tous. On n'en parle plus. C'est terminé. Est-ce que ça s'est pas un peu forcé le trait ? Alors, effectivement, pour aller très rapidement sur ce qu'on appelle aujourd'hui les contrats précaires, finalement, l'ordonnance qui en parle, l'ordonnance 1387, ouvre en fait une opportunité aux branches. Donc là, on est au niveau de la négociation de la branche, donc il ne s'agit pas des partenaires sociaux dans l'entreprise. La loi en elle-même, finalement, n'est pas fondamentalement modifiée, c'est plutôt une ouverture à la branche. Prenons le cas, par exemple, des CDD. Le régime légal tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas fondamentalement modifié. On va avoir les mêmes, notamment, cas de recours qui sont limitativement énumérés par la loi, avec aucune possibilité d'y déroger. En revanche, l'ordonnance offre la possibilité aux branches de s'en saisir et de négocier certains cas qui seraient plus adaptés. Par exemple, la durée maximum du CDD pourrait passer, aujourd'hui, renouvellement inclus de 18 mois, à potentiellement beaucoup plus. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de visibilité sur ce qui pourrait se passer au niveau des branches. On a essayé, mais pour l'instant, les syndicats nous ont pas trop répondu sur ce qu'ils comptaient négocier. De même, pour le nombre maximum de renouvellement d'un CDD sur un même poste, ça pourrait être négocié au niveau de la branche. Donc on pense notamment à des branches comme la restauration ou le bâtiment qui pourraient avoir des besoins particuliers et négocier à ce niveau-là. La seule réelle nouveauté finalement de l'ordonnance, c'est l'abandon de la sanction de requalification en CDI lorsque le CDD n'était pas transmis dans un délai de 2 jours ou renouvelé dans un délai de 2 jours. Donc ça, voilà, ça c'est la nouveauté. Pour le CDI de chantier, il s'agit surtout de la reconnaissance légale d'une forme de contrat qui existait déjà, mais qui n'avait une origine que conventionnelle ou jurisprudentielle. Donc, encore une fois, l'ordonnance ouvre la possibilité aux branches de négocier pour fixer les conditions dans lesquelles on pourrait conclure un contrat, donc un contrat à durée déterminée, mais qui serait lié à la réalisation d'un chantier ou d'une opération particulière. Donc encore une fois, possibilité ouverte à la branche, très bel outil, mais pour l'instant pas grand-chose. L'ordonnance offre quand même aussi la possibilité de conclure ce contrat dans des secteurs dans lesquels il est d'ores et déjà d'un usage habituel. Donc la question se posera, qu'est-ce qu'un usage habituel ? Aujourd'hui, en gros, ça va viser les mêmes secteurs que ceux qui le font actuellement, c'est-à-dire principalement le bâtiment, la promotion immobilière. Mais c'est vrai que ça pourrait ouvrir cette opportunité à beaucoup d'autres secteurs qui ont des besoins particuliers. Donc certaines branches vont s'en saisir, c'est sûr, j'en parlais encore tout à l'heure. On pense notamment à des branches particulières dans la chimie. Après, il pourrait être utile dans beaucoup d'autres secteurs, la mode, on pense aussi à Syntec. On s'est posé la question de savoir s'il y avait déjà un contrat d'usage. Aujourd'hui, tout ça est assez débattable, mais finalement, encore une fois, c'est une belle opportunité. Pourquoi c'est une belle opportunité ? Parce qu'il s'agit d'une forme particulière de contrat qui n'est ni un CDI, ni un CDD. C'est-à-dire qu'il est vraiment lié à la réalisation d'une opération en fin de contrat. La réalisation de cette opération est une cause en soi de licenciement. Le salarié donc, sera licencié selon les conditions normales et il n'y aura pas, contrairement au CDD, d'indemnité de précarité. Donc finalement, encore une fois, un bel outil, mais on est un peu dans l'expectative. Bon, et pas une révolution copernicienne non plus. Un encadrement d'un certain nombre de pratiques, des nouveautés, voilà. Mais pas... mais un bel outil, encore une fois. Mais un bel outil. On le voit bien. Donc finalement, est-ce que c'est pas sur les accords emploi que les dents auraient dû grincer un peu plus ?
Alors, effectivement, c'est peut-être là que se cache la bombe potentielle, parce que ces accords emploi, c'est la possibilité pour le collectif de faire céder le contrat de travail, d'en modifier les clauses. On connaissait déjà ce type d'accord, c'est pas complètement nouveau. On a eu les accords réduction du temps de travail, les accords mobilité, les accords préservation et développement de l'emploi, mais tous ces systèmes sont abrogés et unifiés. Donc le fait qu'on ait maintenant un régime unique et clarifié, ça va peut-être être un coup d'accélérateur pour ce type d'accord. Alors quel est le cœur, quel est l'objet de ces accords emploi? C'est de permettre de modifier le contrat de travail, que ce soit en matière de durée de travail, que ce soit pour la rémunération, alors dans le respect des minima sociaux, ça va sans dire, le SMIC et le minimum conventionnel, et de la mobilité. Il s'agit d'accords majoritaires, alors comme Jérôme a pu en parler rapidement, d'accords majoritaires, ça se conclut avec des syndicats qui ont au moins 50% des suffrages. Pour le reste, le contenu est assez libre. Il faut simplement qu'il y ait un préambule. Alors pour l'instant, un préambule qui est prévu mais qui n'est pas à peine de nullité, à voir si ça va bouger. Et ce préambule a vocation à expliquer en quoi l'accord est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise ou nécessaire à la préservation et développement de l'emploi, ce qui semble un peu redondant avec cette nécessité de fonctionnement de l'entreprise. Et ce qu'on peut se dire d'ores et déjà, c'est puisque les partenaires sociaux et des syndicats qui ont 50% des suffrages ont reconnu, ont admis ces nécessités, on suppose que le juge n'aura pas vocation, s'il est saisi, à revenir sur ces nécessités, ne sera pas capable de les remettre en cause. L'accord, une fois qu'il est conclu, a une durée de vie de 5 ans. C'est a priori le droit commun qui s'applique puisqu'on n'a pas d'autres stipulations en la matière pour l'instant. Une fois qu'il est conclu, il modifie les clauses des contrats de travail. Donc c'est là la bombe. Il modifie les clauses du contrat de travail qui seraient incompatibles ou contraires. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une substitution, est-ce que c'est une modification? Puisque l'accord a une durée déterminée, mon contrat de travail, non. A priori, pour l'instant, les voix qui s'élèvent parlent d'une modification. C'est-à-dire que même quand l'accord tombera, il n'y a pas de retour en arrière. Le contrat de travail est modifié de manière pérenne. Le salarié peut refuser, il a 1 mois pour refuser par écrit. Donc a priori, on se dit que s'il ne refuse pas par écrit, son silence vaudra acceptation. S'il refuse, l'employeur a 2 mois pour engager la procédure de licenciement. Alors ça, c'est le projet de loi de ratification qui précise ces 2 mois. Et ce sera alors un licenciement pour motif personnel, ça qui est important, sui generis donc, et qui sera précausé. C'est-à-dire que la cause réelle et sérieuse de licenciement est présumée. Ce qui veut dire que si le salarié conteste son licenciement, on va voir les contentieux qui vont fleurir, mais dans un premier temps, on peut penser que le juge ne serait habilité à vérifier que le respect de la procédure individuelle. Donc le mois pour refuser et les 2 mois pour engager la procédure. Et par ailleurs, il y a peu de dispositifs particuliers autour de ce licenciement, puisqu'il n'y a pas de procédure particulière de reclassement. Il y a simplement un abondement supérieur du compte professionnel de formation qui, lui, va être défini par un décret. Enfin, les proportions de cet abondement vont être définies par décret. Alors, on s'est posé la question aussi de se dire, tant qu'on n'a pas le décret, est-ce qu'on est freiné dans la négociation de ces accords emploi? A priori, pas. Il n'y a pas d'empêchement, en tout cas, à lancer la négociation. Et puis surtout, c'est vrai que c'est un peu théorique parce qu'on attend les décrets incessamment sous peu. Donc, a priori, fin décembre, on en saura plus sur cet abondement. Mais on voit la substance qui va être touchée est importante, et vous disiez le contenu est assez libre, donc potentiellement les impacts peuvent être très larges. Finalement, le seul verrou de cet accord, c'est le fait qu'il soit majoritaire. C'est le fait que c'est la collectivité qui va mettre un verrou. Mais on parlait de bel outil, c'est un bel outil pour une entreprise pour développer sa compétitivité, si elle a la capacité de négocier cet accord. Bien, alors ça c'est pour le premier petit tour d'horizon, pas trop de changements, à la marge, des beaux outils, et puis des bombes potentielles dont on verra dans les semaines à venir si elles se désamorcent ou pas. Donc il est maintenant... mois plutôt. Dans les mois. Donc là, l'objectif, c'est essentiellement de parler de télétravail. On sait qu'aujourd'hui, le télétravail, on est convaincu que c'est plus un phénomène de mode, mais que c'est devenu un vrai facteur d'attractivité et de rétention des talents. On sait que la France est très en retard. Je donne juste un chiffre. Un rapport récent de l'OCDE a montré qu'il y avait seulement 15 à 20% des salariés en France qui étaient concernés. C'est significativement moins. C'est un tiers, voire 50% de moins que dans les pays anglo-saxons et en Europe du Nord. Donc les ordonnances Macron, elles ont envie de donner un coup de pouce à ce nouveau mode de fonctionnement, avec un télétravail qui va être organisé désormais non plus dans les contrats de travail et dans les avenants, mais au niveau de l'entreprise. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vraiment
l'objectif est atteint, est-ce que les ordonnances vont permettre vraiment de faciliter le télétravail ? Alors, je dirais pas faciliter, c'est plus effectivement, comme vous le disiez, la reconnaissance de ce phénomène de société, d'un télétravail qui peut être régulier, qui peut être occasionnel, qui peut être ce qu'on appelle nomade, c'est-à-dire lors de déplacements. Parce que comme le rappelait tout à l'heure le DRH notamment de OnePoint, jusqu'ici, le télétravail, c'était assez binaire. C'était soit du travail à domicile régulier, et matérialisé par un avenant ou directement dans le contrat de travail, soit un télétravail qui était gris. Alors que là, justement, toutes les variantes sont reconnues comme du télétravail. Et puis, il y a aussi la reconnaissance du statut du télétravailleur, notamment avec maintenant, ça c'est une nouveauté, une présomption d'accident du travail pour tout accident qui surviendrait sur les lieux où le télétravail est effectué. Alors, ce n'est pas une présomption irréfragable, mais jusqu'ici, ça pouvait faire débat. Sur la mise en place, on ne peut pas réellement dire que ce soit facilité, puisque comme on le disait, on pouvait jusqu'alors aussi mettre en place le télétravail par accord, mais c'était rarement fait. C'était souvent mis en place dans le contrat ou dans un second temps dans un avenant. Alors que là, ce que les ordonnances viennent dire, c'est qu'on doit mettre en place le télétravail par accord d'entreprise, alors toujours dans les formes développées par Jérôme, et donc toujours la primauté au collectif, à la négociation. Et c'est a priori la première étape, faute d'accord d'entreprise, dans le cadre d'une charte. Et cette charte doit être soumise à la consultation préalable du comité économique et social. Sur le contenu de l'accord ou de la charte, on a un certain nombre d'éléments qui sont posés par le Code du travail. Elle doit par exemple expliciter les conditions de passage en télétravail, les plages horaires pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable. Et par ailleurs, si l'entreprise ne pense pas mettre en place de télétravail régulier, donc ne veut pas, a priori, aller dans le sens de cet accord ou de cette charte, il lui restera de toute façon toujours le télétravail occasionnel. Et ce télétravail occasionnel, d'après les ordonnances, il peut être mis en place par tout moyen. Ce qui veut dire, a priori, un simple échange d'emails. Alors ça, c'est ce qu'on pensait il y a encore quelques jours quand on n'avait que les ordonnances. Alors, effectivement, il y a une petite nouveauté dans la loi de ratification, puisque le projet de loi de ratification propose d'étendre cette possibilité d'avoir un recours au télétravail par tout moyen à toutes les formes de télétravail, donc y compris habituelles. Alors, évidemment, il est indiqué dans l'article que ce sera à défaut d'accord ou de charte, mais c'est vrai que du coup, on se demande quel sera finalement l'intérêt, peut-être pour certaines entreprises, en cas d'échec des négociations d'un accord, de faire une charte et de rester dans ce télétravail gris qui permet effectivement de rester assez souple, mais en même temps de ne pas sécuriser et l'organiser. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, cet amendement, selon le rapport de M. Laurent Pietraszewski, a été vraiment fait dans un but d'instaurer un véritable droit au télétravail. Donc l'idée, en fait, ce serait vraiment de permettre à tous les salariés de demander ce télétravail, d'avoir un droit à demander ce télétravail, mais finalement on se demande à contrario si cette possibilité de rester dans un télétravail gris ne va pas aller à l'encontre de l'esprit de la loi, puisqu'on va rester dans un flou qui risquerait de mener à une insécurité juridique. Puisque du coup, ça rendrait un peu nulle la nécessité d'avoir un accord ou une charte. On dirait finalement, on peut s'en passer. Que n'importe quel salarié pourrait dire le matin, je travaille de chez moi, merci de donner ton accord. Là, on est dans de l'occasionnel, mais est-ce qu'il pourrait aussi aller jusqu'à dire, cette semaine, je ne suis pas là, ou dorénavant, je serai là 2 jours par semaine, pour un peu que le manager dise, bon, ça ne me pose pas de problème parce qu'il pense aux 2 prochaines semaines, on est dans un accord. Voilà, comment ça va se mettre en place ? C'est l'intérêt finalement de rester dans ce télétravail gris ne modifie pas la situation actuelle et donc il n'y a pas d'avancée. Jean, c'est aussi votre constat. Finalement, cet amendement remet en cause les avancées de cette réforme. Donc on en reviendrait plutôt à une avancée un peu symbolique. Enfin là, pas un grand pas de géant et pas du petit poussé là quand même. Mais il est peut-être un peu à l'image de ce qu'on vit depuis longtemps, c'est-à-dire que j'ai bien aimé ce qu'a dit Jacques Adou tout à l'heure. Il a dit on est dans un contexte de transformation numérique massif, on ne va pas revenir en arrière, c'est un facteur de compétitivité, il faut y aller. Bon, en France, pour des raisons culturelles, on est un pays latin, je ne vais pas revenir là-dessus, on est plutôt en retard, et on a tous vu les ordonnances Macron comme un moyen de stimuler, même de façon symbolique. Alors après, moi je suis un peu partagé entre l'accord
qui est quand même positif parce qu'il va mettre en place un cadre, notamment, au-delà de dire on a le droit de télétravailler ou pas, il va mettre en place les moyens, c'est-à-dire des changements immobiliers, managériaux, technologiques. Et ce n'est pas simplement une tolérance, comme on l'a souvent eu en France, parce qu'on a souvent assimilé le télétravail au télétravail à domicile. Aujourd'hui, la réalité n'est plus du tout la même. Il y a de plus en plus de nomades qui travaillent de partout. Donc le cadre, pour moi, ça me semble important. Et on l'a vu depuis plusieurs années, notamment avec l'AMI, puis les lois Warsmann, et puis maintenant, on voit bien que dès qu'il y a un changement législatif, ça peut pousser les entreprises à se saisir du sujet, puis du coup à l'organiser. Ça, moi, je trouve ça positif. De l'autre côté, donner la souplesse avec justement la reconnaissance du télétravail occasionnel et puis peut-être cet amendement, c'est positif aussi parce que finalement, les cadres, ça freine parfois. On dit ouais, mais c'est trop compliqué, on va laisser le télétravail gris, etc. Moi, je suis partagé, mais j'ai quand même une préférence pour le cadre parce qu'à l'échelle de grandes organisations, c'est quand même ça qui permet d'organiser le télétravail et je pense que c'est quand même important. C'est votre point de vue aussi, Eva-Anne? Vous pensez que c'est la vertu de l'accord, de la charte, c'est quand même de se dire ça devient finalement un sujet entre guillemets stratégique, enfin sans que ce soit un vilain mot, mais ça devient un sujet critique pour l'entreprise et donc du coup toute l'organisation en découle. Oui, je partage le point de vue de Jean. C'est vrai qu'on est un pays latin, donc on a un peu toujours cette tendance, pas vu, pas pris, restons comme on est, ne réglementons rien. Maintenant, la charte ou l'accord, c'est l'occasion pour l'entreprise d'utiliser ce nouveau mode d'organisation, de savoir comment elle veut le mettre en place, qu'elle veut en faire. On sait que c'est un facteur d'attractivité des talents, en tout cas que c'est une belle vitrine, que c'est perçu de manière positive. On sait que c'est aussi un potentiel facteur de compétitivité, parce qu'il y a plusieurs études, par exemple, qui viennent dire que le temps que vous gagnez, que vous économisez en télétravaillant et en ne faisant pas de transport, par exemple, il y a à peu près 50% qui sont reversés à l'entreprise. Donc il y a et de l'attractivité et de la compétitivité. Et cette charte, cet accord, c'est le moyen de définir le télétravail qu'on veut. Est-ce qu'on veut que ce soit uniquement du télétravail régulier? Est-ce qu'on veut qu'il soit uniquement fait au domicile? Est-ce que ça peut être dans un espace de coworking? Est-ce qu'on admet que ce soit dans une résidence secondaire ou uniquement une résidence principale? Comment on veut réglementer les plages horaires? Ça, c'est important aussi avec la présomption d'accident du travail dont on parlait, parce que, évidemment, si c'est une plage horaire où on est censé travailler, ça renforce cette présomption. Enfin, en tout cas, ça rend plus difficile le fait de la combattre. C'est intéressant aussi pour les forfaits jours, comment on va combiner ces plages avec les gens qui sont en forfait et qui sont autonomes. Ça donne aussi l'occasion de le corréler avec le droit à la déconnexion, parce qu'il faudra faire la passerelle. Si on est chez soi, on est potentiellement toujours connecté. On sait que maintenant, il y a ce droit à la déconnexion. Donc la charte, c'est l'occasion un peu de se poser et de prendre en main tous ces problèmes. La question des coûts aussi, puisque maintenant, l'article sur la prise en charge des coûts a été abrogé. Maintenant, on sait qu'il y a une obligation générale de prendre en charge les frais professionnels. On sait qu'il y a des choses autour du télétravail qui sont un peu obsolètes, notamment sur la connexion Internet. Le salarié, la plupart des salariés en ont une. Donc de toute façon, quand ils vont devoir, s'ils choisissent de télétravailler, si l'entreprise accepte qu'ils télétravaillent, il n'y aura pas de coûts supplémentaires. Donc ça permet de mettre à plat toutes ces questions-là, de, encore une fois, savoir comment on veut les gérer. Et peut-être, alors les deux choses qu'on peut avoir en tête, c'est de se dire qu'on pourrait faire un diagnostic préalable pour voir un peu les postes et les tâches, parce que c'est vrai que la loi parle de postes, mais il y a aussi des postes qui ont des tâches éligibles au télétravail, même si le poste en tant que tel les parle. Donc c'est l'occasion, encore une fois, dans l'accord ou la charte, d'en parler. Et puis, et peut-être l'autre chose à avoir en tête, là, c'est vraiment la juriste qui parle, c'est que la charte en tant que telle n'a pas de force opposable. Donc on pourra se poser la question de la joindre au règlement intérieur pour justement lui donner cette force opposable. Ou au contrat de travail. Enfin, mais bon, après, effectivement, aussi pour rebondir, on a l'esprit latin, mettre une charte et aller lister, effectivement, ce qui est une bonne chose en soi, c'est un cadre juridique, et en tant que juriste, on ne peut que conseiller un cadre juridique, mais méfiance, parce que qui dit cadre, dit on ne peut pas sortir du cadre. Donc, est-ce qu'il y aura un risque de, pour le coup, figer par exemple les postes éligibles ou les tâches éligibles, étant précisé qu'effectivement, il y a un certain droit de refus également de l'employeur pour motif légitime si le salarié
Oui, ça c'est une nouveauté voilà. aussi. Si le salarié donc- est éligible au poste tel que défini dans la charte ou l'accord. Et puis après, n'oublions pas quand même, charte, il faut passer par une consultation préalable du CSE. Et puis si avant ça, on a pu négocier un accord, accord d'entreprise, donc négociation. Donc tous ces points-là vont faire l'objet de négociations. S'il y a une charte et qu'on passe devant le CSE, ils vont faire l'objet très certainement de discussions avec les élus. Donc tous ces points-là sont quand même à prendre en compte dans le sens où on ne va pas pouvoir faire non plus ce qu'on veut. Et si on peut faire ce qu'on veut, attention, parce que ça va effectivement, après, potentiellement pouvoir figer quelque chose qui est potentiellement appelé à évoluer. Cette question de figer l'éligibilité et la question de l'éligibilité, c'est aussi mais pourquoi est-ce qu'il va falloir motiver son refus alors que pourquoi est-ce qu'on va me dire tu n'as pas le droit de travailler de télétravailler aujourd'hui alors que a priori l'amendement du député nous montre que c'est tente à nous dire c'est un droit. Donc comment on va articuler cette question de l'éligibilité avec le fait de refuser, le fait de se faire opposer non et le fait que ce soit peut-être un droit. En fait, effectivement, encore une fois, M. Pietraszki disait qu'il faut instaurer un droit au télétravail. Là, en fait, aujourd'hui, on a eu effectivement des discussions là-dessus avec Jean. Quand on parle de droit, on parle plutôt de droit d'accès et non pas de cadre légal. Donc aujourd'hui, encore une fois, le cadre légal, la possibilité est ouverte aux entreprises et aux partenaires sociaux. Mais c'est vrai que, donc, d'un certain côté, comme à partir du moment où l'employeur a défini des postes éligibles, par exemple dans sa charte, ou dans son accord, en accord avec les partenaires sociaux ou après consultation du CSE, il ne va pouvoir refuser le droit d'accès à un salarié qui a un poste éligible qu'avec un refus motivé. Alors qu'est-ce qu'un refus motivé ? Aujourd'hui, on ne sait pas encore des raisons exactement, objectives. Voilà, il va y avoir des raisons objectives. Donc, ça va être contesté. Potentiellement, on va voir fleurir effectivement des contentieux là-dessus. On aura des jurisprudences qui vont nous déterminer au fur et à mesure, de manière plus précise, ce qui est un motif légitime. Est-ce qu'on pourra dire à un salarié non, ton appartement est trop petit, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler de chez toi. Ou non, tu as trop d'enfants, ils vont te déranger. Ou il y a des raisons de confidentialité, tu ne peux pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme élément objectif finalement ? Et puis après, autre question, c'est que hors cadre de charte ou d'accord, donc pas de définition de poste éligible, est-ce qu'on peut refuser finalement le droit d'accès à un salarié au télétravail ? Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'on peut toujours lui refuser ou au contraire qu'on ne peut jamais lui refuser ? Bon, a priori, les deux solutions sont peu probables, donc on ira encore sur ce fameux motif légitime. Donc oui, d'un certain côté, le droit d'accès aux salariés va être facilité parce que ça lui crée plus de légitimité à demander, avec ce fameux par-tout moyen. Et puis effectivement, au fur et à mesure, je pense, de l'évolution jurisprudentielle, les motifs légitimes vont être de plus en plus limitativement énumérés, donc ils seront opposables à l'employeur. Donc de ce fait aussi, encore une fois, ça va créer un droit pour le salarié à demander le télétravail. En revanche, le cadre en lui-même, il va vraiment être laissé aux entreprises. Est-ce que Jean, ça veut dire qu'en fait, on n'aurait pas dû prendre le problème à l'envers ou d'une autre manière et de se dire, au lieu de définir l'éligibilité par les postes, c'est plutôt de se dire par les tâches et d'essayer de saucissonner un peu les jobs en se disant, toi, dans ton job, il y a peut-être 40%, 20% des tâches que tu peux faire ailleurs et puis le reste, tu as vraiment besoin d'être là. Est-ce que si on avait voulu aller plus loin et faciliter vraiment le télétravail, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu le faire ? Sans doute, effectivement, Eva en a parlé, souvent on fait une erreur. Le Centre d'analyse stratégique avait fait une liste des postes télétravaillables. En réalité, la numérisation actuelle commence par les tâches. Les tâches constituent des métiers, les métiers constituent des directions, les directions constituent l'entreprise. Et si on raisonne par les tâches, on se rend compte, je prenais l'exemple de ma femme qui est orthophoniste à l'hôpital, elle fait 60% d'entretien avec les malades, et ensuite elle fait des bilans. Et les bilans, en fait, comme elle n'a jamais le temps de les faire à l'hôpital, elle les fait à la maison. Bon. Donc, de loin, le poste orthophoniste dans le radar du Centre d'analyse stratégique, il n'est pas éligible. Dans la réalité, il est à 40%. Alors, ce que je trouve intéressant par rapport à la discussion nécessaire par ce cadre collectif, c'est justement pour chaque entreprise, parce que chaque entreprise est différente. Ensuite, chaque personne est différente. Il y a des personnes qui ne veulent pas travailler chez elles, il y a des personnes qui ont besoin du collectif de travail, etc. Ensuite, il y a la question du management. Donc, je pense qu'en repartant dans le bon sens, par les tâches,
en regardant la spécificité des entreprises, qui ont aussi peur que finalement il y ait une atomisation, une explosion des collectifs de travail. Vous savez, cette histoire, c'est une question d'équilibre. Celles qui sont allées trop loin, comme par exemple HP, Yahoo, etc., sont revenues en arrière. Bon. Donc je crois que c'est une question d'équilibre, c'est une question de tâches, c'est aussi une question de nouvelle mobilité. Aujourd'hui, on parlait du lieu, il n'y a pas simplement, on a souvent confondu le télétravail, en tout cas en France, avec le home office. C'est pas simplement travailler de chez soi, télétravail. Moi je dis souvent, dans une entreprise, aujourd'hui dans une banque, 90% des gens télétravaillent, mais depuis le bureau. Donc le télétravail, c'est le travail à distance. Et aujourd'hui, il y a près d'un actif sur deux qui, dans son parcours de travail quotidien, hebdomadaire, travaille, comme moi ce matin, j'ai travaillé dans le TGV. On peut dire qu'ici je travaille, je vais retravailler en redescendant à Lyon, puis ensuite je vais voir un client, je vais avoir plusieurs parcours, et c'est cette réalité-là que le droit doit encadrer, parce qu'effectivement il y a des risques, on rejoint le droit à la déconnexion, parce qu'après s'il n'y a plus de limites, on va tomber dans d'autres travers, avec des burn-out, des gens qui ne s'arrêtent plus. Parce qu'il faut le dire qu'aujourd'hui, quand même, jusqu'à aujourd'hui, le télétravail, il était basé sur le bivolontariat, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas l'imposer à l'employeur et vice-versa, et il était réversible. En gros, on faisait l'expérience, puis à un moment donné, on disait, toi, tu reviens, c'est fini. Alors du coup, qu'est-ce qu'on avait ? On avait des gens qui faisaient le télétravail, qui avaient tel bénéfice, je pense à la région parisienne, moi j'ai fait des audits, des gens qui passent 3 heures de transport, là, qui viennent de Seine-et-Marne, ils repassent par la gare de Lyon pour repartir sur Créteil, enfin c'était infernal. Eux disent, mais attendez, moi, si c'est réversible, je ne peux plus travailler. Donc du coup, ils surinvestissaient pour dire à leur patron, tu vois, le télétravail, tu as eu raison de me le donner, ils travaillaient 2 fois plus, puis à un moment donné, on part dans autre chose. Donc les syndicats, notamment, étaient un petit peu aussi réticents. Autre raison, c'est que ça atomise les collectifs et les gens ne sont plus là. Et ça, pour les syndicats, c'est aussi un problème. Enfin, dernière chose, 2 petites choses quand même, c'est que, si j'ai bien compris, ces accords quand même concernent essentiellement le secteur privé et pas le secteur public. Et moi, j'ai quand même accompagné pas mal de collectivités locales qui ont des gros problèmes financiers, pour qui aussi le télétravail, c'est un moyen de réduire l'immobilier, etc. Donc là, c'est vrai qu'on a aussi une question. Et dernière chose, je l'ai dit, on est dans un problème aussi, enfin, très culturel en France, d'égalité, et ça pose le problème de l'équité. Moi, je vois beaucoup de managers qui me disent oui, mais je veux bien faire une expérience, et c'est là qu'on commence à mettre les réductions de postes éligibles ou pas, souvent qui n'ont rien à voir avec le poste éligible, pour pas qu'il y ait trop de monde, parce qu'on a peur de l'atomisation du collectif de travail. Et en France, on aime bien l'égalité, et c'est difficile de l'attribuer à quelqu'un et de dire qu'il gagne 1 mois de salaire par an en réduction de transport, et pas pour les autres. Alors, merci beaucoup pour votre partage de point de vue. En 30 secondes, mesdames, on évoque le dernier point. Là, on a parlé du refus de l'employeur, mais le salarié peut aussi refuser. Si moi, je suis aujourd'hui en télétravail, dans mon contrat, dans mon avenant, tout ça, c'est bien organisé. Et demain, si j'ai pas envie de me conformer à ce qui va être négocié dans la charte, je fais quoi ? C'est ça. Donc là, on est dans l'hypothèse où on a cet accord d'entreprise ou cette charte. Et en parallèle, on a des gens qui étaient déjà en télétravail. C'est prévu dans leur contrat, c'est prévu dans leur avenant. Ce que vous disent les ordonnances, dans ce cas-là, c'est que les clauses, enfin les stipulations de la charte ou de l'accord se substituent aux clauses contraires du contrat de travail. Par exemple, on reprend la plage horaire. Vous avez une plage horaire où vous étiez joignable de 12 à 14. Ma charte prévoit que c'est de 10 à 18. Ça se substitue. Maintenant, le salarié peut refuser. Alors, à nouveau, il a 1 mois pour refuser de manière expresse. Donc, on pense que s'il ne refuse pas expressément, son silence vaudra acceptation. Par contre, ce qui n'est pas dit cette fois-ci clairement, c'est les conséquences de ce refus. Quid si effectivement le salarié veut garder sa plage horaire de 12 à 14. A priori, on pense que les clauses vont rester, les clauses du contrat ou de l'avenant vont rester intactes. Maintenant, pour un peu boucler la boucle, on pourrait se dire aussi que cet accord télétravail pourrait s'inscrire dans le cadre d'un accord emploi, parce qu'il est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Et là, les conséquences du refus, on en a parlé, c'est un potentiel licenciement. Vous avez bien bouclé la boucle. Allez, un petit mot de conclusion sur ce sujet en quelques secondes. Oui, ça rend les entreprises plus attractives. Ça remet, mais c'est ce mais avec un certain nombre de doutes et de questions sur la mise en œuvre concrète.
Pour rebondir sur ce que disait au départ Monsieur Imbert, ça rééquilibre en faveur du collectif. Donc effectivement, la transformation passera par une capacité des entreprises ou une volonté de négocier. Et c'est aussi quelque part un peu un retour aux sources, parce que quand on y pense, au départ, les salariés ne tenaient pas forcément leurs droits du contrat de travail. C'est la loi, c'est les conventions collectives qui sont venues poser le cadre. Donc là, c'est l'opportunité effectivement pour le collectif de rendre les entreprises plus compétitives, plus attractives. Vous voulez faire un clin d'œil à Jérôme sur les accords collectifs? C'est aussi un moyen d'attirer des talents, effectivement, avec ces nouveaux modes de travail. Plus flexibles et plus souples. Exactement. Bien, merci beaucoup à vous pour votre partage d'expérience. Et on passe à la dernière table ronde de la matinée.